Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information au sommaire. Face aux fortes pluies qui s'abattent sur Abidjan, l'État annonce des mesures de fermeté. L'axe Carrefour-La-Vie, école de gendarmerie temporairement fermée pour travaux. Et enfin, en Espagne, ultime mobilisation avant la fin de la régularisation des sans-papiers. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, les échos du mondial. Et pour en parler, nous sommes avec Mesmer Yao. Bonjour Mesmer. Bonjour Stanislas, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors Mesmer, la Seleção arrache sa qualification pour les huitièmes de finale. Effectivement, Stanislas, cette rencontre a tenu toutes ses promesses et dès le coup d'envoi, les deux équipes se sont véritablement montrées entreprenantes, surtout en multipliant les offensives et aussi de part et d'autre. Il faut dire qu'à la 29e minute, le Japon ouvre le score et grâce à Kaishu Sano, auteur d'une frappe, et attend désormais le vainqueur Côte d'Ivoire-Norvège. Alors Mesmer, énorme sensation dans cette Coupe du Monde, il s'agit de l'élimination de la Mannschaft. Waouh! Comme le dit l'adage Stanislas, le football n'est pas une science logique surtout, et le Paraguay vient de le démontrer en battant donc la forme. À l'entame de ces 16e de finale, on a eu la première nation africaine à être éliminée, il s'agit de l'Afrique du Sud, mais on a aussi désormais la première nation africaine à se qualifier pour les huitièmes de finale, il s'agit du Maroc. Oui, effectivement, le Maroc vient de décrocher son ticket pour les huitièmes de finale suite à la tour mondiale en 16e de finale. Et les Lions de l'Atlas ont éliminé les Pays-Bas au tir au but 3-2. Après un match nul de 1 but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Et plus efficace lors des séances fatidiques, les Marocains décrochent leur qualification pour les huitièmes de finale et confirment leur ambition dans cette Coupe du Monde. Et nous notons également que cette qualification a fait vibrer la diaspora marocaine en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, à Abidjan, de nombreux ressortissants marocains ont célébré avec ferveur cette victoire des Lions de l'Atlas face aux Pays-Bas, acquis au terme de la séance des tirs au but. Notre équipe de rédaction était sur le terrain pour recueillir donc l'impression des Marocains ici en Côte d'Ivoire. Nous les écoutons maintenant. برافو les Marocains, bravo, bravo. vive le Maroc, Inch'Allah. Alhamdulillah, bravo le Maroc, bravo le Maroc, bravo le Maroc. صراحة حمرونا وجانا. تبارك الله عليكم. Vive les Marocains. Alors Mesmer, passons maintenant, je dirais, au programme de la journée. Oui, Stanislas, pour aujourd'hui, nous aurons trois belles affiches et tout démarre à 17h avec la rencontre la plus attendue par tous les spécialistes du football mondial, Côte d'Ivoire, Norvège, suivi de France-Suède à 21h et de Mexique-Équateur à 1h du matin. Alors Mesmer, parlons justement de cette rencontre, ce choc Côte d'Ivoire-Norvège. C'est un choc très attendu par les Ivoiriens. Oui, même au-delà des Ivoiriens, on peut dire de toute l'Afrique et voire même du monde entier, parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire compte parmi les meilleurs pays du football au monde, puisque nous avons des grands noms surtout du football qui évoluent avec la sélection ivoirienne. Alors cette rencontre est très attendue, puisque de l'autre côté aussi, de la Norvège, nous avons Erling Haaland aussi, oui, qui fait partie donc des buteurs de cette compétition. Donc je pense que c'est un match qui sera très très suivi avec un enjeu très très spécial, surtout pour la Côte d'Ivoire, puisque déjà d'autres donnent victoire à la Norvège sur papier, puisque la Norvège est très bien placée au plan mondial que la Côte d'Ivoire. Mais comme on le dit, le football n'est pas une science logique et nous venons de le voir. Suite donc à cette rencontre Maroc-Pays-Bas. Oui. Donc je pense que ça sera un match très âprement disputé
disputé entre ces deux formations. D'accord. On a pu avoir quelques réactions des Ivoiriens par rapport à cette rencontre. Effectivement, les Ivoiriens réagissent par rapport donc à cette rencontre. Nous allons maintenant les écouter. Mon pronostic pour le match Côte d'Ivoire-Norvège, je vois un 2-1 en faveur de la Côte d'Ivoire. En première mi-temps, 1-0. Et deuxième mi-temps, 2-1 et un but d'Haaland. Je vois la Côte d'Ivoire 1-0. Et il y a des joueurs exceptionnels en Côte d'Ivoire qui vont surprendre le monde. C'est vrai, on a vu Adengra, mais il y a d'autres qui vont encore ébranler même l'échiquier international. Parmi ces joueurs-là, vous allez voir une autre Côte d'Ivoire. Si on se fait spirit des vainqueurs, des gagneurs qui croient en eux, ils vont ébranler le monde. Et je crois en cela. C'est vrai, faillir au début, c'est vrai, l'équipe comment ça s'est dessiné. Mais maintenant, on va, c'est le tubo. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. J'ose croire que Kessie est en tout cas, répond toujours présent lors des grands matchs. Donc je pense que Kessie va marquer et la deuxième personne, bon, je ne vois pas tellement, mais peut-être que si Adengra rentre en jeu demain, soit il va se racheter en marquant un but ou faisant une passe décisive. Bon, avec une telle équipe, je pense que la Côte d'Ivoire pourra remporter avec une victoire de 3-1, inclus un but de Nicolas Pepe. L'équipe de Norvège, je pense qu'il y a seulement Haaland et Charlotte à craindre. Et si nous avons des défenseurs pour maintenir ces deux personnes-là, il n'y a rien qui pourrait nous arrêter à nous prendre la victoire. Ce que je vois en tout cas, c'est un match de 2-1. 2 pour la Côte d'Ivoire et 1 pour la Norvège. La Côte d'Ivoire gagne 2-1. 2-1, un but de Pépé et un but d'Amad Diallo. Pour ce match, tu opposes la Côte d'Ivoire à la Norvège. C'est un match vraiment ouvert. Mais je parie 1-2-1 pour la Côte d'Ivoire. Un but d'Amad Diallo et puis un but de Nicolas Pepe. Alors Mesmer, nous venons de le voir à l'instant, les Ivoiriens sont très confiants en attendant cette rencontre. Ah oui, ils sont très très confiants puisqu'ils connaissent donc la puissance de leur équipe. Oui, alors oui, quand on parcourt donc les dires de ces téléspectateurs, alors c'est 2-1 partout. Donc je pense que oui, ce score sera très respecté, surtout aujourd'hui, à la fin de cette rencontre. On y va en même temps pour ton pronostic. Mon pronostic, alors comme je viens de le dire, je vais m'aligner sur le pronostic des téléspectateurs. 2-1. D'accord. moi, je dirais plutôt 3-1. 3-1. Oui, parce que je crois beaucoup en nos chances. D'accord. Je crois en notre attaque. Je pense que pour ce qui est de l'équipe adverse, il nous suffira de fermer leurs points forts qu'ils ont eu à ménager lors de leur dernier match de poule contre la France, à savoir Erling Haaland. Une fois il a été ménagé, bon, pour la défense, c'est déjà bon. Pour l'attaque, avec nos ailiers, je pense qu'on pourra faire de grandes surprises. Donc 3-1 pour moi, c'est bon. D'accord. Attendons de voir sur le coup de 19h. C'est ça. Voilà, pour voir en tout cas l'issue de cette rencontre. Mais je pense bien que ça sera notre avantage par la grâce de Dieu. Inch'Allah, comme pourraient le dire les Marocains. Allez, merci Mesmer pour tous ces détails. Merci beaucoup à vous. Et on va se dire tout à l'heure. À demain pour le décryptage de toutes ces rencontres. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces échos du mondial. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan le 26 juin ont fait de nombreuses victimes et d'importants dégâts matériels. Face à cette situation, le gouvernement hausse le ton. Réunis en urgence autour du Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et les maires du district ont arrêté une série de mesures dont le déguerpissement des populations vivant dans les zones à haut risque. Les autorités promettent également le recasement des personnes concernées. Trissa Diané et Fanny Karidja nous donne les détails. Les images sont insoutenables, des maisons éventrées, des familles sous le choc et des équipes de secours toujours à pied d'œuvre. À Mosikro, dans la commune d'Atekoubé, les éboulements provoqués par les pluies diluviennes ont plongé plusieurs familles dans le deuil. Face à l'ampleur du drame, le gouvernement a tenu une réunion d'urgence à la primature sous la présidence du Premier ministre.
À l'issue de cette rencontre, les autorités ont exprimé leur compassion aux familles endeuillées tout en dressant un premier bilan humain. Nous sommes aujourd'hui, pour les 2 jours qu'on vient de vivre, autour d'une vingtaine de morts et les opérations continuent. C'est pourquoi il a été décidé qu'on prenne des mesures vigoureuses pour que plus jamais ce genre de situation ne se répète. Il faut que tout le monde comprenne que l'une des causes essentielles de ce qui arrive aux populations, c'est l'incivisme. Beaucoup de travaux d'assainissement ont été conduits et réalisés. Et malheureusement, les caniveaux, les ouvrages de drainage qui ont été donc mis en œuvre se retrouvent entravés par le comportement des personnes. Les gens jettent leurs ordures dans les caniveaux pour faire plus simple et du coup, les caniveaux n'assurent plus le rôle de drainage que cela pour lesquels ils ont été conçus. Et donc quand il pleut, l'eau ne peut plus circuler et ça provoque des inondations. Au-delà de l'urgence, l'heure est désormais à la prévention. Le gouvernement annonce une politique de fermeté pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Les occupants des zones identifiées à haut risque seront déguerpis. Une opération qui, selon les autorités, s'accompagnera d'un recasement dans des sites aménagés en concertation avec les maires des communes concernées. Le gouvernement appelle également les populations à respecter les consignes de sécurité et à quitter volontairement les sites menacés afin de préserver des vies humaines. De façon claire, il faut que chacun comprenne que toutes les instructions qui sont données pour préserver des vies seront mises en œuvre. Il a été donné comme instruction d'identifier des sites de recasement pour que toutes les personnes qui vont être impactées par les mesures de déguerpissement à venir puissent être prises en compte et relogées. En accompagnement, le ministère en charge de la solidarité déploiera les moyens qu'il faut pour assister toutes ces personnes-là qui sont impactées par les déguerpissements. En dehors de cela, des mesures particulières sont envisagées pour que tous ceux qui vont se mettre en travers des dispositions qui sont prises puissent être frappés, je dirais, par les rigueurs de la loi. Parce que l'heure est aujourd'hui aux actions pour mettre à l'abri les vies des personnes et surtout préserver les biens. Ce sont ces instructions-là que nous avons reçues. Pour le gouvernement, la protection des populations ne souffrira d'aucune complaisance. Entre opérations de secours, déguerpissement annoncés et recasement des sinistrés, les autorités entendent désormais faire prévaloir la prévention sur les conséquences afin que les pluies ne continuent plus de se transformer en tragédie. Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs éboulements de terrain se sont produits à Abidjan, notamment à Atekoubé et Agban. Nos envoyés spéciaux étaient sur les sites. Je vous propose d'écouter leurs précisions sur le plateau du 7 Info le soir de Mamgay. Nos équipes étaient toute la journée sur les sites sinistrés. Elles sont désormais avec nous sur ce plateau pour faire le point. Alors, tu reviens de Mossikro. Quelle était la situation sur place depuis ce matin? À Mossikro, nous avons visité 3 sites d'éboulement. Le premier site qui était au quartier Hôtel 2 Cités, un quartier situé entre Mossikro et Yopougon. C'était aux environs de 9h30. Alors, nous avons constaté qu'il y avait une maison qui était partiellement effondrée sur le côté. Les secours étaient déjà sur place pour porter assistance aux victimes et évacuer déjà le voisinage. Et c'est étant sur ce site-là que les pompiers ont été appelés sur un autre site à Mossikro, en plein centre de Mossikro, où il y avait 2 éboulements et les populations étaient déjà sur place pour aider les pompiers. Tout le monde était vraiment mobilisé et c'est sur ces 3 sites que les habitants et les pompiers ont travaillé au niveau de Mossikro et l'adjoint au maire de la commune d'Atekoubé était sur place et il a tenu à adresser un message aux populations qui vivent déjà, qui ont été impactées par l'éboulement et on l'écoute.
la zone ici jusqu'à Santé-3, qu'on appelle communément Mossicro. Nous sommes à 14 corps retrouvés. Probablement on aura 17, parce qu'il y a encore 3 corps ensevelis. Et puis il y a eu 5 évacuations. Vous avez vu avec nous tout à l'heure, là où il y a 9 morts, on y va, il y a encore des gens dans les maisons. Donc on est obligé maintenant d'employer la manière forte. C'est l'incivisme, tout simplement. Parce que entre venir déloger les gens qui partent et quelques temps après, ils reviennent. Là, vous avez été, je pense, témoin de beaucoup de choses ce matin, depuis que vous êtes là. Juste à côté, il y a des décès. On leur demande de partir, ils refusent de partir. Mais la gendarmerie a décidé de nous accompagner. Donc je pense qu'on va faire partie vraiment tout ce monde-là. D'ici ce soir, il faut que les gens partent. Autre quartier durement touché par ces intempéries, Agban. Bonsoir Déindi. Bonsoir Mam. Alors toi tu étais à Agban, que retenir de cette journée? Effectivement, on était du côté de Agban, mais il faut savoir qu'on a reçu l'information de l'éboulement au niveau de Agban lorsque nous étions à Mossicro. Et directement nous sommes arrivés sur les lieux. Et arrivés sur les lieux, nous avons retrouvé les autorités compétentes, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie, qui étaient déjà tous mobilisés pour mener les actions qu'il faut. Et ils étaient aidés par la population parce qu'il n'y avait pas de voie d'accès pour permettre aux bulldozers de passer et d'avoir accès au lieu de l'éboulement. Donc ils étaient aidés par la population avec des pelles et des pioches. Ils creusaient dans les décombres dans l'espoir de trouver d'éventuels survivants. Et on a pu interviewer une autorité sur place, on peut l'écouter. Ce matin que nous avons appris d'avoir l'éboulement, notre ministre, notre patron même avait déjà décidé que ce quartier soit désert. Et il y a eu d'abord des mécanismes qui étaient mis en place même pour pouvoir enlever ces personnes-là. Mais malheureusement, c'est l'Africain. Ils sont même encore revenus. Le Polonais, c'est même encore sans que le ministre même le sache. Moi-même, le maire résident, pour moi, il n'y avait pas d'habitation ici. Donc c'est ce matin que j'ai été interpellé même par la population pour les habiter comme quoi il y avait un éboulement. Donc j'ai voulu automatiquement venir sur le site et constater et faire ce que j'avais à faire. Déindi, tu peux nous expliquer ce que l'autorité a exprimé? Alors, ce que l'autorité a dit, il a d'abord signifié que ce quartier a été un quartier qui devait déguerpir depuis, que normalement, il ne devait pas avoir des personnes qui devaient vivre là-bas. Lui-même était sous le choc. Très bien, merci beaucoup Déindi. Alors Zénab, on peut avoir un point donc, de cette journée au niveau des victimes qui ont été répertoriées? Alors, lorsqu'on quittait les lieux des différents éboulements, sur le premier site, il y avait trois victimes sur place. Sur le deuxième site, il y a eu 10 victimes qui ont été extraites des décombres, dont 9 décès et un qui a été immédiatement transporté à l'hôpital. Et sur le troisième site, il y a eu 5 victimes, dont une femme enceinte qui ont été extraites des décombres. Au total, ça faisait 17 victimes lorsque nous avons quitté les lieux. Très bien, merci beaucoup Zénab, merci Déindi. Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours ont amené les autorités à renforcer leurs dispositifs de vigilance. Les communes de Cocody, Songon et Yopougon et Bingerville sont placées en vigilance orange. Les autres communes du district d'Abidjan restent quant à elles maintenues en vigilance jaune. En cette saison des pluies, les bulletins météorologiques font désormais partie du quotidien des populations. Vigilance jaune, orange ou rouge, ces niveaux d'alerte reviennent régulièrement dans les prévisions de la Sodexam. Mais que signifie-t-il concrètement? Quels sont les comportements à adopter face à chaque niveau de vigilance? Denis Quadio est allé recueillir les explications des spécialistes. Ces bulletins météo, la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, fait une cartographie des zones dites placées en vigilance. Mais que signifient exactement les différentes couleurs de vigilance utilisées par la Sodexam? La question, nous l'avons posée à Jean-Louis Kwame Kofi, prévisionniste de la structure. Et donc, la couleur verte, par exemple, sur le bulletin, signifie que nous n'avons pas de vigilance. Voilà. Ça veut dire que les pluies annoncées ne sont pas des pluies qui vont donner lieu à des inondations. Et puis, on a la vigilance jaune.
À partir de la vigilance jaune, on s'attend à des pluies relativement importantes. Donc, c'est des pluies supérieures à 50 mm de pluie en 12 heures de temps. Il y a la vigilance orange. Elle part de 70 mm de pluie à 120 mm de pluie. Et la vigilance rouge est au-delà de 120 mm de pluie en 12 heures. Et donc, de façon progressive, en fonction de la couleur, le risque devient plus important. Ces précipitations s'inscrivent dans un épisode pluvieux caractéristique de la grande saison des pluies. Le bulletin de vigilance est diffusé pour informer les populations et les autorités sur le niveau de risque attendu afin d'adopter les comportements appropriés en fonction du niveau d'alerte annoncé. Et nous invitons les populations à régulièrement consulter les différents bulletins émis par la Sodexam pendant cette période-là. On les exhorte aussi, comme on est dans la saison des pluies, à toujours avoir un parapluie sous la main ou un imperméable. On les conseille de ne pas s'engager dans des zones où il y a déjà une montée d'eau, donc ne pas franchir des zones inondées à pieds nus ou même en véhicule, et surtout d'être attentif aux différentes alertes et informations qui seront véhiculées par des autorités compétentes. Alors que la saison des pluies se poursuit, la Sodexam actualise régulièrement ses bulletins afin de suivre l'évolution des précipitations et d'adapter le niveau de vigilance lorsque cela est nécessaire. Ces fortes pluies ont également des répercussions sur la circulation dans certaines communes du district d'Abidjan. À Yopougon, l'ancienne voie du Banco est de nouveau difficilement praticable. Automobilistes et transporteurs y évoluent avec difficulté, confrontés à la boue et aux importantes eaux de ruissellement qui envahissent la chaussée. Le reportage de Karidja Sidibé. Des véhicules embourbés, des automobilistes inquiets. Nous sommes sur l'ancienne voie du Banco dans la commune de Yopougon où les fortes pluies compliquent la circulation. Tout ce que moi je peux dire, si l'État peut nous arranger pour arranger ici là, vraiment ça nous plaît beaucoup. La route est pas bonne. Depuis c'est plus seulement bon, la route est barrée. À quelques mètres de là, Aboubakar Sidiki est déjà à l'œuvre. Bénévole pendant la saison des pluies, il vient en aide aux automobilistes en difficulté. Avant, c'est pas ça, mais depuis l'an passé ici, on pensait que nous ils vont mettre béton. Tu vois là, on va arranger un peu. Mais là, ils n'allaient pas mettre béton. Donc, chaque temps de pluie, là, quelques pluies seulement, le pont a tapé. Quelques pluies seulement, le pont a tapé. Au-delà des désagréments causés par les intempéries, cette situation révèle comment certains habitants s'adaptent aux réalités du terrain. Une illustration de l'ingéniosité développée face aux difficultés du quotidien en attendant une amélioration durable de l'état de cette route du Banco. Les travaux de réalisation du bus rapide transit BRT se poursuivent. C'est dans ce contexte que l'axe Carrefour-Lavie, école de gendarmerie, est provisoirement fermé dans un sens de circulation. Cette mesure entraîne d'importants ralentissements et contraint de nombreux automobilistes à emprunter des itinéraires de déviation. Voici le constat de Constant Abiou. Le Carrefour Lavie à Cocody est désormais fermé à la circulation dans le sens Carrefour Lavie, école de gendarmerie. Une mesure liée aux travaux de construction de la ligne du bus rapide transit BRT reliant Yopougon à Benjerville. En cette saison des pluies, cette fermeture suscite de nombreuses inquiétudes chez les usagers de la route. Chauffeurs de baka, automobilistes et passagers redoutent des embouteillages plus importants et des temps de trajet rallongés. Tous sont désormais contraints d'emprunter des itinéraires de déviation avec un impact direct sur leurs activités quotidiennes. Là, ce quartier, ça ne nous arrange pas. Depuis la dernière fois, ils ont commencé à arranger le coin. Et puis là, ils viennent même là, on ne peut même plus passer. Tout est quartier. Côté ici, là, même là, si tu viens là, mais les voitures passent à les deux points et passer, il faut l'attendre. Et quand ici, là, est fermé là, les gens vont aller passer souvent vers RTI là. Tu vois, là, à la cabine, là, c'est cher. La route aussi est longue. Pour faciliter la circulation, les automobilistes sont déviés par l'avenue de l'université Félix Houphouët-Boigny. Selon le ministère ivoirien des infrastructures et de l'entretien routier, cette fermeture provisoire devrait durer environ 4 mois,
le temps de réaliser les travaux prévus sur cet important axe routier. Passons à présent à l'actualité internationale. L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté lundi un projet de réforme institutionnelle dans un climat particulièrement tendu, marqué par de vifs échanges, des échauffourées et le boycott de l'opposition. Le texte redéfinit l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement. Il renforce les prérogatives de l'Assemblée nationale dirigée par Ousmane Sonko, ainsi que celles du Premier ministre, tout en réduisant celles du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a annoncé sa décision de soumettre cette réforme controversée à un référendum. La date de cette consultation populaire n'a toutefois pas encore été communiquée. En Espagne, les organisations non gouvernementales redoublent d'efforts pour accompagner les migrants en situation irrégulière à quelques heures de la fin du dispositif exceptionnel de régularisation. Les candidats ont jusqu'à ce mardi 30 juin pour déposer leur dossier. Mis en place en avril, ce programme permet aux étrangers sans papier d'obtenir un titre de séjour valable 1 an. L'opération connaît un succès bien supérieur aux prévisions des autorités. Près de 1,27 million de demandes avaient déjà été enregistrées vendredi, soit plus du double des 500 000 dossiers initialement attendus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci. Au revoir.